le faire, c'est moins déterminé, il y a pas du Kosovo que j'évoquais, il y a des criminels de guerre qui courent toujours, mais on est engagé vis-à-vis des Balkans, et c'est un levier pour les faire entrer dans l'Union européenne, en disant, voilà, si vous allez vous normaliser, la décision avait été lancée à Zagreb, sous présidence française, un sommet de Zagreb en octobre 2000, et avait été ensuite confirmée au sommet de Thessalonique, sous présidence grecque. Donc ça, il n'y a pas de question là-dessus. Je ne suis pas sûr, entre parenthèses, que nos concitoyens, en France, je ne sais pas comment c'est, soient au courant de tout ça. Parce que pour beaucoup de gens, c'est quand même loin, ça peut faire peur, mais il faut le faire. Et puis c'est tout petit, hein, la Serbie, la Bosnie. Donc ça, il n'y a pas de doute. Alors ensuite, il y a la Turquie. La Turquie, c'est un processus qui est très long. Il y a un processus de convergence. Je disais tout à l'heure que, quoi qu'en pensent les gens, parce que c'est bien évidemment très controversé, c'est un gros morceau. Moi, je me souviens, je ne sais pas quels sont les chiffres récents, mais je me souviens que j'avais lu un rapport de la Commission qui montrait que les transferts nets à politique européenne inchangés dans le cas d'une adhésion de la Turquie étaient de l'ordre de 25-28 milliards d'euros par an. Transfert net du budget européen, au titre de la PAC, au titre de l'aide régionale. Alors vous me direz, tout ça pourrait changer parce que les politiques ne seront plus les mêmes, peut-être en 2018 ou en 2020. Mais tout ça coûte, tout ça est un énorme morceau. Et j'ajoute aussi qu'il y a 90 millions d'habitants en Turquie. Donc c'est, en termes de pouvoir de vote aussi dans l'Union européenne, c'est absolument considérable. Deuxièmement, il y a beaucoup, les positions du président Sarkozy sont très claires. Lui, il a dit, moi je suis contre, il faut trouver un système particulier, un partenariat adapté, sur mesure pour la Turquie. Alors que d'autres pays sont pour. Je ne citerai personne, mais je remarque quand même beaucoup d'hypocrisie dans la manière de gérer le dossier, parce que vous avez des pays qui sont pour, mais qui en fait ne sont pas prêts à payer, plutôt des gouvernements qui sont pour, mais qui ne sont pas prêts à payer, parce que tout ça aura un coût énorme. Et puis vous avez en plus des populations qui parfois sont un peu hostiles, hein, quand vous regardez les sondages, quand même, la réalité est là. Et puis vous avez d'autres pays qui disent finalement, qui pensent comme nous, mais qui trouvent plus commode d'être un peu comme quand il y a une course cycliste dans la roue de celui qui prend le vent. Vous voyez, vous êtes devant, vous pédalez devant les autres, donc vous souffrez plus parce que vous avez le vent en plein visage, et les autres se glissent derrière vous, ne disent rien. C'est bien commode. Nous, on a eu le mérite de la franchise. Moi, je crois que de toute façon, la question ne se posera pas avant très longtemps, parce qu'il y a des efforts considérables à faire en termes de démocratie, d'adaptation du système. La Turquie elle-même, je pense, s'interroge aussi, hein, parce que c'est un grand pays qui joue un rôle propre, une grande diplomatie, qui joue un grand rôle au Moyen-Orient. C'est une armée importante de l'OTAN. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ne pas brusquer les choses aujourd'hui. En bon diplomate, je dirais qu'il faut poser les questions, répondre aux questions quand elles se posent, et pas trop tôt. Simplement, nous ne voulons pas qu'il y ait la moindre ambiguïté et qu'on discute de chapitres d'adhésion qui peuvent laisser préjuger que la décision est prise. Mais on a encore beaucoup de temps devant nous. Mais ce qui est intéressant, j'ajoute un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Égypte, par exemple, et en Tunisie, un pays arabe, on cite souvent l'exemple turc en modèle. Je crois que c'est très intéressant parce que vous avez, il y a bien des pays qui ont des régimes chrétiens démocrates. La démocratie chrétienne, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose en Europe. Donc il peut tout à fait y avoir des pays comme la Turquie qui arrivent à trouver un équilibre entre les forces religieuses, un islam, et les forces laïques et un régime séculier. Donc là, je pense qu'il y a un modèle intéressant qui peut faire l'objet de... Je crois quand même qu'il y a... Je partirais de deux convictions profondes. Tout d'abord,
je disais tout à l'heure, un peu en plaisantant, qu'il y aura toujours des Tchèques, il y aura toujours des Français, toujours des Allemands et des Slovènes. Je le crois profondément. Et je trouve que c'est naturel, ça ne me choque pas du tout. Mais pour autant aussi que les gens se rendent compte que dans leur identité nationale, il y a une part d'identité européenne. Et je crois que moi j'en suis absolument convaincu, surtout en vivant ici. Et donc il n'y ait pas cette conception étroite d'une identité nationale qui, à certains égards, est contraire aussi aux valeurs que porte le projet européen. Ça, c'est une première chose, première conviction. Deuxième conviction, il ne faut pas se masquer la réalité que dans la globalisation, pour reprendre un peu un terme galvaudé, mais on le voit bien, il y a quand même un sentiment de tourbillon. Hein, les gens, ils ont, comment dirais-je, les gens peuvent avoir un peu le vertige, hein, parce qu'ils voient ces interdépendances, ils voient cette facilité extraordinaire de circulation pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'aujourd'hui on voyage, c'est formidable, mais en même temps, ça nous oblige à revoir les choses, certains concepts de manière totalement différente. Moi, je me souviens d'une discussion avec un grand démographe français qui me disait aujourd'hui, il ne faut plus raisonner, par exemple, immigration, uniquement immigration, il faut raisonner mobilité internationale. Aujourd'hui, venir faire Kiev-Paris, ça coûte 50 € en quart. Vous voyez, donc les gens viennent, ils viennent 2 mois, ils viennent 3 mois, ils travaillent, ils s'en vont. Donc tout ça donne un sentiment un peu de tournis. Et ce n'est pas un hasard si d'ailleurs, souvent dans nos pays, les communautés locales, régionales, ont une très grande vitalité. Hein, je parle en représentant un élu local, un représentant de Lorient. Et parce que les gens, finalement, Paris c'est loin, on se sent bien dans sa communauté locale. Donc cette réalité est là. Donc je crois qu'il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, il faut offrir aux gens de la sécurité, il faut regarder les problèmes en face, et il ne faut pas faire de la démagogie, et il faut faire les choses de manière conforme à nos valeurs. On parle beaucoup, par exemple, de questions d'immigration. Il y a des droits à donner pour les gens qui sont en situation régulière. Il y a eu la question, il n'est pas dans mon habitude d'esquiver les questions difficiles. La question des Roms, par exemple, hein, qui nous a occupés. Moi, j'avoue que j'étais peiné quand j'entendais, j'ai expliqué la position du gouvernement français sans état d'âme, c'est mon travail, mais j'ai expliqué qu'il y avait un débat qui était possible, d'abord en tenant compte du droit, et le droit à la libre circulation dans l'Union européenne, ce n'est pas un droit sans limite, c'est un droit conditionnel. Hein. C'est pas parce que vous êtes citoyen de l'Union européenne que vous pouvez vous balader partout et abuser des prestations sociales. Donc ça, c'est la réalité. Et je disais, je suis prêt à discuter de tout, mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. C'est, quand on parle de déportation, ce que nous faisons, ce n'est pas ce qui a été fait pendant la guerre aux Juifs, par exemple, ou à d'autres populations, ou aux Tziganes. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Et j'étais très peiné quand j'entendais 2 types de réactions. Il y avait d'un côté des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Monsieur l'ambassadeur, je ne reconnais plus ma France, des droits de l'homme, je suis très choqué par ce que vous faites. » Ça me faisait vraiment de la peine. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, ce que vous faites, qu'est-ce que c'est bien, ces gens sont des parasites, c'est épouvantable, vous devriez vraiment, enfin, vous vous rendez compte. » Et dans les 2 cas, j'étais vraiment très triste. Et j'expliquais, comme je le pouvais, la position de mon gouvernement. Encore une fois, je le redis, avec toute la franchise nécessaire et le droit. Encore une fois, merci pour votre franchise. Une autre question? Je voudrais savoir pourquoi l'Europe ne peut rien pour le social. J'ai cru comprendre que le social est hors de portée de l'Europe. Alors là, je me suis un peu aventuré, parce que je sais par rapport au discours politique, j'ai passé des années comme directeur du Centre d'analyse et de prévision, donc j'avais une liberté
de penser l'expression, et faites attention à ce que je dis. Mais c'est vrai, je comprends très bien le sens de la portée de votre question, parce que ce qui est frappant, c'est que d'abord, quand vous regardez dans tous les sondages, il y a une attente. Je ne parle pas de la Grande-Bretagne, qui est quand même très à part, mais quand vous regardez tous les sondages sur longue période, j'en ai pas vu récemment l'Eurobaromètre, mais vous avez deux domaines de très forte attente des Européens, la sécurité, la défense, et le social. C'est intéressant. Et deuxièmement, dans le discours politique de nos autorités, en tous les cas d'un certain courant, d'une certaine social-démocratie, là, on veut une Europe dite sociale. Et on voit bien, je me souviens, j'étais dans un cabinet ministériel en 2007, en 2008, jusqu'en 2005, et on a rééquilibré les choses, on a créé le pacte de croissance pour la croissance et l'emploi, on a lancé un certain nombre d'initiatives, mais c'était une époque où il y avait, sur 15 États membres, il devait y en avoir 12 qui avaient des gouvernements sociaux-démocrates. On a eu beaucoup de difficultés à avancer. Pourquoi? D'abord parce que, on l'oublie trop souvent, et là je reviens au terrain du droit, il y a ce que j'appellerais une double subsidiarité. En d'autres termes, vous avez une subsidiarité du niveau bruxellois au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont du domaine de l'État-nation. Il peut y avoir des clauses horizontales, par exemple en matière d'égalité homme-femme, c'est bien. Il y a des clauses en matière de temps de travail, dans certaines professions, les chauffeurs routiers, d'autres domaines aussi. Il y a un dialogue social européen qui fait sens. Il y a le comité économique et social, il y a la Confédération européenne des syndicats. Tout ça, ça a de l'importance. Hein. Ne croyez pas que je dis que tout ça n'a pas d'intérêt et nul. Il y a des choses à faire. Mais il y a quand même un niveau de subsidiarité. Il y a des règles en matière de temps de travail, de minima sociaux. Il n'y a pas de SMIC européen, par exemple. Vous voyez. Et puis, l'autre niveau de subsidiarité, c'est souvent au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau national, dans certains pays, c'est les partenaires sociaux qui décident. En Allemagne, c'est très peu l'État fédéral, c'est les partenaires sociaux, les syndicats qui se mettent d'accord pour fixer des conventions par branche. Donc, il n'y a même pas de pouvoir. Alors, aujourd'hui, la question est quand même très très importante. D'abord parce qu'on est tous tirés vers le haut. Et ça, c'est quand même le bénéfice de l'Union européenne. La République tchèque devient de moins en moins compétitive parce que le coût du travail augmente, mais en même temps, les gens ont plus de pouvoir d'achat. Donc, il y a un processus de développement. Et puis, deuxièmement, il faut une convergence à un moment. Je crois qu'il y a des situations qui à terme ne sont pas tenables. Il faut un peu de convergence en matière de retraite, parce que vous parlez de social, il y a le régime de retraite. Hein. Aujourd'hui, on est partout, on fait partout des réformes parce qu'on a des systèmes de population qui sont vieillissantes. Donc nécessairement, on va aller vers plus de convergence. Mais il y a des questions très difficiles. L'harmonisation fiscale, dans une certaine mesure, c'est du social. Hein. Qu'est-ce qui porte le prélèvement de l'impôt? Aujourd'hui, on parle de la question de la dépendance chez nous. Est-ce qu'elle doit être financée par l'impôt ou autrement, par la sécurité ou par l'assurance? Donc, on en est très très loin. Hein. Et ça, c'est vraiment un point dur d'opposition entre les États membres. Même discuter d'harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, on en est loin. Oh, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un problème. Je veux dire, il n'y a pas des Irlandais ici, non? Qu'on le veuille ou non, voilà, c'est la symétrie. Non mais qu'on le veuille ou non, vous ne pouvez pas, vous êtes dans un système où vous avez un impôt sur les sociétés à 12,5%, et ils sont dans une situation très. Donc ça attire des investissements chez eux, il y a des fonds structurels considérables, ils ont ces problèmes et après on les aide. C'est bien, enfin, à un moment il faut quand même poser des vraies questions, vous voyez. Je vais peut-être reformuler la question, c'est vrai que mes étudiants et moi seront amenés à travailler quelques années en Allemagne, quelques années en France, espérons quelques années en Belgique, etc. Et à un moment, il va quand même falloir trouver une solution pour que mes étudiants comme moi aient une retraite, justement, et un chômage possible. Oui. Moi, si aujourd'hui je travaille ici, bien sûr.